Bienvenue dans Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Je suis heureuse de partager avec vous mes outils, mes recherches et mes expériences de thérapeute pour glisser des bulles de bonheur dans votre quotidien. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Dans cet épisode 278, 4e épisode de notre mini-série consacrée à l'attachement, nous allons explorer ce qui se joue quand deux insécures se rencontrent dans un couple. Le préoccupé qui réclame, le détaché qui fuit, le craintif qui oscille entre amour et peur. Et surtout, nous allons voir comment transformer ces schémas en une danse plus apaisée, grâce à quelques clés concrètes pour mieux communiquer et nourrir la sécurité dans votre couple. Parce que comprendre, ce n'est pas se juger. C'est apprendre à aimer autrement, avec plus de conscience, plus de douceur et un peu plus de bonheur. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Pourquoi certaines histoires d'amour commencent comme un feu d'artifice et finissent en montagne russe émotionnelle? Pourquoi certains couples s'aiment à la folie, puis s'épuisent à force de mal se comprendre? Et si derrière ces tensions, il y avait quelque chose de plus profond, nos styles d'attachement? Et là, ça me chicote. Pourquoi parfois dans mon couple, je réagis trop fort à un simple silence? Pourquoi je me sens blessée quand l'autre a besoin d'espace, alors que je sais qu'il m'aime? Et pourquoi, à l'inverse, je me sens étouffée dès qu'il veut trop parler, trop se rapprocher? Et oui, bien souvent, nos incompréhensions et nos disputes ne viennent pas forcément de ce que l'autre dit, mais de ce que nous entendons à travers nos propres insécurités. Parce que oui, même si nous avons tous nos insécurités, nous pouvons apprendre à aimer avec plus de conscience, plus de douceur et plus de bienveillance. Allez, on y va. Dans notre épisode 277, nous avons compris comment nos styles d'attachement influencent la vie de couple. Nous avons vu que face au stress ou à la tension, notre système d'attachement se réactive comme un vieux réflexe. Certains cherchent la proximité et la réassurance, d'autres prennent de la distance pour se protéger, et d'autres encore oscillent entre les deux, entre une danse parfois épuisante. Nous avons aussi compris que ces comportements ne sont pas des faiblesses, ce sont simplement des stratégies apprises très tôt pour préserver le lien. Avant de connaître des clés pour mieux communiquer en couple justement malgré nos insécurités, continuons à aller explorer un petit peu ce qu'il se passe quand des insécures se rencontrent en couple. Alors, nous l'avons vu, la relation de couple est un terrain privilégié pour voir s'activer nos insécurités. Lorsqu'un partenaire insécure rencontre quelqu'un qui fonctionne sur un mode similaire ou complémentaire, certaines dynamiques apparaissent presque inévitablement et les systèmes de défense, vous allez les voir, se réactivent comme une horlogerie bien organisée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un couple de style préoccupé, quand les deux sont plutôt de style préoccupé? Au départ, tout est magique. Chacun se sent comblé, entendu, rassuré. J'ai enfin trouvé ma moitié, je me sens vivant, je ne suis plus seul, pense chacun des membres de ce couple-là. Les deux partenaires se collent littéralement l'un à l'autre. Les textos fusent, les appels sont constants. La présence de l'autre est vécue comme un baume. Après cette lune de miel, les premières fissures apparaissent. Un texto qui tarde, un dîner annulé, un collègue avec qui l'un sort boire un verre et c'est l'angoisse qui ressurgit. Mais ce n'est plus la personne que j'ai connue. Eh ben c'est sûr, j'en fais pas assez. Alors, c'est sûr, il va me quitter. Alors, viennent les reproches. Pourquoi tu ne m'appelles pas? Pourquoi tu m'abandonnes pour ton travail? En fait, je passe après tout le reste. Alors, une crise éclate. C'est la rage, l'inquiétude, des menaces de séparation. Puis la crise, une fois passée, chacun se rend compte combien il a besoin de l'autre et il s'en rapproche. Dans ce duo, chacun réclame de la réassurance et aucun n'a vraiment de stabilité suffisante pour l'offrir à l'autre. Alors que se passe-t-il dans un couple insécure préoccupé qui rencontre un de style insécure détaché? Alors là, c'est la danse du poursuivant et du fuyant. Ce sont les couples les plus fréquents. Pourquoi? Tout simplement parce que souvent nous sommes inconsciemment attirés par ce qui nous manque. Le préoccupé est attiré par le calme et l'assurance apparente du détaché, et le détaché réchauffe sa froideur émotionnelle grâce au préoccupé. Cette complémentarité fait la rencontre. Après une période de lune de miel qui peut durer de 18 à 36 mois, la mécanique se met en place. Le préoccupé demande « Dis-moi que tu m'aimes ».
Le détaché soupire. Tu le sais bien, pourquoi faut-il que je te le répète tout le temps? Résultat, l'un se sent rejeté, l'autre se sent envahi. Plus le préoccupé réclame de la réassurance, plus le détaché va fuir. Plus le détaché se replie, plus le préoccupé panique. C'est le cercle vicieux de la danse du poursuivant et du fuyant. Ces couples vivent souvent sous un mode de cycle. Rapprochement intense, éloignement douloureux, accalmie, puis tout recommence. La clé, c'est de comprendre que ces réactions maladroites ne sont pas des attaques personnelles, elles sont simplement induites par l'activation de leur système d'attachement. Le préoccupé peut apprendre à mieux réguler ses demandes et exprimer ses besoins de façon claire. Le détaché, lui, peut progresser en donnant des réponses plus lisibles et en sortant du simple « ça va ». C'est ce travail de conscience mutuelle qui permet de briser la boucle infernale. Maintenant, que se passe-t-il quand c'est un couple à style détaché qui rencontre un autre avec un style détaché? Je pourrais dire que c'est un peu l'isolement tranquille ou la coloc déguisée. Ce duo peut sembler fonctionner sans trop de heurts. Chacun respecte l'espace de l'autre. Les démonstrations affectives sont limitées et la vie quotidienne ressemble parfois à une colocation bien organisée. Peu de tendresse, peu de sexualité et aussi peu de disputes. Là où ça se complique, c'est que si l'un d'eux évolue vers plus de sécurité affective, dans ce cas, il aura envie de davantage d'intimité, de moments partagés, de câlins, de tendresse. Et si l'autre reste figé dans ce mode évitant, cela peut vite devenir étouffant et générer des tensions. Et pour les couples craintifs, vous me demanderez, là, on est entre tempête et vulnérabilité. Comme le craintif a toujours une dominante, plutôt préoccupé ou plutôt détaché, on retrouve souvent les mêmes dynamiques que les couples précédents. Avec une différence, l'imprévisibilité est plus forte et leur relation est encore plus chaotique. Que se passe-t-il quand ces couples craintifs se rencontrent? C'est la tempête permanente. Rejet et intensité s'alternent. Les disputes sont suivies de rapprochements passionnés puis de nouvelles explosions. Les mots peuvent être violents, les séparations brutales, et parfois cela peut aller même jusqu'à de la violence psychologique, morale ou physique. Ces couples vivent dans des montagnes russes émotionnelles qui fragilisent aussi leur entourage, les enfants, qui, exposés à ce climat instable, et ils sont susceptibles d'hériter à leur tour de ce type d'attachement plutôt désorganisé. En résumé, quand deux styles insécures se rencontrent, les réactions automatiques s'activent et nourrissent souvent des cercles vicieux. Comprendre ces mécanismes, les nommer et les partager, c'est déjà un pas immense pour transformer le couple et aller vers plus de sécurité. J'ai envie de vous partager maintenant 5 clés pour mieux communiquer malgré vos styles d'attachement. Mais en préambule, je voudrais commencer par cette question parce qu'elle est souvent cruciale et elle m'est beaucoup posée dans mes accompagnements. Faut-il tout se dire dans le couple? Alors oui, c'est une grande question. Tout dire, ça ne veut pas dire forcément tout partager. Chacun a droit à son petit jardin secret, des pensées, des souvenirs, des émotions qui n'ont pas besoin d'être racontées si elles ne nourrissent pas la relation. La sincérité n'exclut pas la pudeur. Et puis être en couple, ça ne veut pas dire non plus être tout le temps ensemble et tout savoir l'un de l'autre. Avoir des amis, des passions, des espaces à soi, c'est vital. C'est même ce qui nourrit le lien amoureux, car c'est comme ça qu'on continue à exister comme deux individus qui choisissent chaque jour de se retrouver. Alors dire la vérité, oui, cependant, pas au détriment de la construction de la relation. J'ai trop de couples en accompagnement qui veulent absolument tout se dire et qui finissent par détruire leur couple de ces confidences qui peuvent choquer ou insécuriser le partenaire. Et s'il me trompait comme il l'a fait avant? Et s'il me mentait comme il l'a fait avec son ex? Certains silences sont bienveillants, d'autres sont destructeurs. Raconter par exemple dans le détail ses relations amoureuses passées ou souligner les petits défauts de l'autre ne font pas grandir le couple. Alors, si votre partenaire a quelques kilos de trop et s'en désole, inutile d'en rajouter, un « je t'aime comme tu es » sera 1000 fois plus réparateur qu'un « oui c'est vrai ça se voit un peu ». Rassurez-vous, si votre partenaire a quelques kilos de trop, il le sait déjà. Une première clé pour mieux communiquer, observer sans accuser. Quand une tension arrive dans le couple, et c'est juste normal,
Souvent, notre premier réflexe est de pointer du doigt. Tu ne m'écoutes jamais, tu es toujours sur ton téléphone, tu ne fais jamais d'efforts. Ces phrases avec les toujours, les jamais, les encore, elles viennent blesser quelque part et elles mettent des étiquettes. Ces phrases, certes, partent d'une blessure réelle, cependant elles ferment le dialogue au lieu de l'ouvrir. Rappelez-vous, dans l'épisode 188, Mieux communiquer en couple, la clé c'est d'apprendre à observer sans juger. Observer, c'est décrire les faits, pas les intentions. Au lieu de dire « tu t'en fiches de moi », je peux dire « quand tu regardes ton téléphone pendant que je te parle, je me sens mise de côté ». Ce petit changement de formulation fait toute la différence. Dans ces cas-là, on sort de l'accusation pour entrer dans la communication. Alors la prochaine fois qu'un agacement monte, essayez ce petit exercice. 1. Décrivez ce que vous observez. 2. Nommez ce que vous ressentez. 3. Exprimez ce dont vous avez besoin. C'est tiré de la CNV, de la communication non violente. Par exemple, quand tu pars sans me prévenir, je me sens inquiète. J'ai besoin de savoir quand tu rentres pour être tranquille. C'est simple et ça peut être vraiment puissant. Parce qu'au lieu de blâmer, vous ouvrez un espace de dialogue. Et comme je le dis souvent, communiquer, ce n'est pas avoir raison, c'est rester en lien. Deuxième clé pour mieux communiquer, nommer son besoin plutôt que sa peur. Parce que quand une émotion nous traverse, elle cache toujours un besoin. Et pourtant, bien souvent, dans le couple, ce n'est pas le besoin que nous exprimons, c'est notre peur. Peut-être que vous vous souvenez que dans l'épisode 178, dans « Je découvre mes besoins », je dis qu'un besoin non reconnu se transforme vite en reproche. Tu ne m'écoutes pas devient « j'ai besoin d'attention ». Tu te fiches de moi devient « j'ai besoin de me sentir important pour toi ». Tu n'as pas envie de moi devient « j'ai besoin de tendresse, de contact ». C'est ce décalage entre ce que je dis et ce que je vis qui crée ce malentendu. Car, lorsque je parle à partir de ma peur d'être rejeté, oublié, remplacé, mon partenaire se défend. Alors que quand je parle à partir de mon besoin, il peut alors m'écouter et m'entendre. Dans l'épisode 188, Mieux communiquer en couple, je dis justement que l'amour ne se lit pas dans les pensées. Effectivement, exprimer ses besoins, c'est arrêter d'attendre que l'autre les devine. C'est oser dire « j'ai besoin de ton soutien ce soir, j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin d'un moment à moi ». Et quand on se parle de cette façon, la relation, elle devient un espace de co-construction plutôt qu'un champ de bataille émotionnelle. Alors, la prochaine fois que vous sentez une tension monter, posez-vous cette question. De quoi ai-je vraiment besoin là maintenant ? D'être entendu, rassuré, soutenu ? Exprimez-le simplement avec douceur. Et c'est souvent là, dans ces mots-là, que se cachent les plus belles réparations. Troisième clé, apprendre à se réguler avant de dialoguer. Quand ça monte, la tentation est grande de vouloir tout régler tout de suite. Soyons honnêtes, combien de fois une discussion à chaud a-t-elle vraiment apaisé une tension ? Dans l'épisode 142, Je gère ma colère, je parle de cette petite étincelle intérieure qui, si on ne la reconnaît pas à temps, peut devenir un vrai brasier. Car effectivement, quand notre système d'attachement s'active, face à un silence, un reproche, une déception, notre cerveau émotionnel prend le dessus. Je l'explique dans l'épisode 230 comment fonctionne notre cerveau émotionnel. On a notre petite amygdale, cette petite sentinelle qui s'emballe et qui bloque momentanément notre accès au raisonnement. Résultat, impossible de dialoguer sereinement, notre corps veut survivre, pas comprendre. Alors, avant de vouloir parler du fond, il est d'abord essentiel d'apprendre à se réguler. Alors comment ? Respirez profondément, faites une courte pause, bougez, marchez, écrivez, buvez un verre d'eau. Souvent on dit qu'il faut 20 minutes, surtout pour un homme, pour faire redescendre la pression. Bref, ce sont de bons moyens pour redonner un peu d'oxygène à son cerveau. Apprendre à se réguler, ce n'est pas fuir le conflit, c'est lui offrir un terreau plus fertile. C'est accepter de dire « là, je suis trop en colère pour en parler maintenant. Je préfère qu'on s'en parle un peu plus tard. » C'est un signe de maturité, c'est pas un signe de faiblesse. Puis il y a cette petite phrase que j'aime beaucoup. Entre le moment où je suis activée et la réponse, il y a un tout petit espace. Parfois, il est un peu plus grand, mais souvent, il est assez petit.
Et c'est dans cet espace que se trouve notre liberté de choisir de nous réguler. Alors, je vous propose d'essayer d'élargir un petit peu cet espace pour que la réponse soit une parole de lien et pas une rupture. Alors, la prochaine fois que votre cœur s'emballe, que vos mots ont envie de dépasser vos pensées, faites cette petite pause. Trouvez justement ce petit espace, essayez de l'agrandir et respirez et ralentissez. 4e clé, cultiver la réparation. Alors, dans un couple, il n'y a pas de perfection, comme dans le monde. Cependant, il y a des maladresses, des mots trop vite lancés, des silences trop longs, des blessures involontaires. En fait, ce qui fait la force d'un lien, ce n'est pas l'absence d'erreur, c'est la capacité à le réparer. Dans l'épisode 252, Le secret des couples durables, je dis que les couples solides ne sont pas ceux qui évitent les disputes, ce sont ceux qui savent se retrouver après, qui savent réparer. La réparation, c'est ce moment que vous choisissez pour tendre la main, même si une petite voix vous murmure le contraire. Et ce n'est pas forcément un grand discours que de faire un acte et un petit pas de réparation. C'est parfois simplement un regard, un mot simple, comme « je suis désolée, je t'ai blessé. Je comprends que t'aies eu mal, que je t'ai fait de la peine. Et vraiment, je voulais pas t'inquiéter. » Et parfois, c'est juste un geste, une main posée sur une épaule, un café préparé en silence, une attention tendre qui va faire cette réparation. Et tous ces petits actes, toutes ces petites bulles de lien, comme je pourrais les appeler, valent tous les discours du monde. Dans l'épisode 215, En couple, cultivons nos différences, je dis que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon qu'on n'est plus en lien. Réparer, c'est exactement ça. C'est reconnaître que deux réalités peuvent coexister sans chercher à avoir raison. Et réparer, c'est redonner de la sécurité. Et c'est souvent dans ces moments-là que le couple grandit le plus. C'est vrai qu'à ces moments-là, on ose être vulnérable, on ose se dire pardon. On choisit alors de rester connecté malgré les tempêtes. La prochaine fois qu'un désaccord vous éloigne, rappelez-vous, ce n'est pas la perfection. Rappelez-vous, ce n'est pas la perfection qui fait durer l'amour, c'est la capacité à réparer avec douceur, avec humour parfois, et surtout avec beaucoup de sincérité. Alors, dernière clé, valoriser les petits signes positifs. Dans la tempête du quotidien, nous avons parfois tendance à voir ce qui manque plutôt que ce qui est là. Regarder ce qui ne va pas plutôt que ce qui va bien. Et pourtant, les signes positifs sont les vitamines du lien. Dans l'épisode 251 sur les croyances positives, j'explique que notre cerveau a un biais de négativité. Il repère instinctivement le danger, la critique ou le manque. Alors, pour rééquilibrer la balance, il est bon d'apprendre à noter le positif, à le savourer, à le dire. Comme « Merci pour le dîner, c'était délicieux. J'ai aimé notre balade tout à l'heure. J'ai adoré que tu m'aies pris dans tes bras. » Ces petites phrases ont un pouvoir immense. Elles renforcent la sécurité affective du couple. Elles disent « Je te vois, je reconnais que ce que tu fais est bien, que tu comptes pour moi. » Je pourrais rajouter ce que je dis dans l'épisode 20 sur la gratitude, combien exprimer sa reconnaissance est un vrai levier de bonheur, individuel et relationnel. La gratitude, c'est un peu comme arroser les fleurs du couple. Plus vous allez la pratiquer et plus la confiance va grandir. Et ce n'est pas qu'une métaphore. Les chercheurs en psychologie positive comme Robert Emmons ont montré que les couples qui expriment régulièrement de la gratitude ont plus d'empathie, moins de ressentiment et une meilleure gestion des conflits. Et pourquoi ? Parce qu'ils voient le meilleur chez l'autre et cela apaise le système d'attachement. Alors, valoriser les signes positifs, c'est aussi simple que ça. C'est remarquer un geste, un sourire, une intention. C'est le dire sans attendre une occasion spéciale et savourer ce que ça fait à l'autre et à soi. Et hop, je me lance. En résumé, pour mieux vous aimer en couple, 1. Reconnaissez quand votre style d'attachement se réactive. 2. Prenez le temps
de réparer et d'avoir un petit geste de réparation après une tension. 3. Valoriser les signes positifs. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur est encore pour les couples cette semaine. Je vous propose ce soir, avant de vous endormir, d'essayer ce petit rituel tout simple. Dites à votre partenaire 3 choses que vous avez appréciées aujourd'hui. Un geste, un mot, un moment partagé, un merci. C'est tout petit et pourtant, c'est souvent le début d'un grand nous. La petite mousse est un proverbe chinois et il nous dit « Aime-moi lorsque je le mérite le moins, car c'est alors que j'en ai le plus besoin. » Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Laissez un commentaire et partagez ce podcast à vos amis pour leur envoyer des bulles de bonheur. Pour recevoir les prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter sur 2minutesdebonheur.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram en cherchant 2 minutes de bonheur. Et désormais, retrouvez aussi la version vidéo sur notre chaîne YouTube 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.